M11, M11P, on vous dit tout sur le dernier né de chez Leica. Salut, bienvenue sur Lovelight. J'ai entre les mains le M11 de chez Leica. On va en reparler, quelles sont ses caractéristiques. Et puis le dernier né qui vient d'arriver, le M11P, exclusivité, sortie mondiale. J'ai avec moi pour en parler les deux protagonistes de la Leica Academy. Laurent Pidancet, bonjour Laurent. Salut Alex. Et puis Emmanuel Fradeval, bonjour Emmanuel. Salut Alex. Bon, alors on va parler avec vous un petit peu de ces derniers... Alors avant de parler du dernier né, qui est le M11P là, que j'ai dans les mains, peut-être ce serait intéressant de revenir un peu sur les caractéristiques du M11, appareil mythique de chez Leica. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Bon, première sensation, on a un boîtier costaud, magnésium. Alors non, celui-ci, Alex, il est en laiton. Il est en laiton. Le modèle noir est en aluminium. D'accord. Et donc laiton et magnésium, et aluminium et magnésium. C'est pour ça que le modèle noir est plus léger. En fait, ce boîtier-là est plus léger que le M6 argentique. Excellent. Voilà. Le légendaire. Bon, alors, Laurent ou Manu, les caractéristiques du M11, pour histoire de replanter un petit peu le décor. Je laisse la main à Manu. Allez, Manu, tu nous expliques un petit peu l'appareil. Tiens, je te le passe. Le M11, il a pour particularité d'être dans le pur ADN du Leica M. M qui veut dire Messurer en allemand, ça veut dire télémétrique. Donc un viseur clair. Clair, ça veut dire qu'on voit tout le temps net dedans, avec le système de cadre, et c'est un viseur superposé. Ça, depuis 1954, c'est la même chose, avec des évolutions, viseur plus ou moins large, plus ou moins lumineux et autres. Mais ensuite, c'est vrai que c'est un vrai condensé des dernières technologies, numériques notamment, avec pour la première fois un capteur CMOS rétroéclairé, mais avec le système de tridéfinition. On passe de 60 millions à 36 ou à 18, en fonction... Sur la même surface. Sur la même surface du 24-36, voilà, du full frame. Ça, c'est en fonction des besoins qu'on peut avoir. C'est un capteur qui nous permet aussi, pour la première fois, d'intégrer une mesure de lumière automatique sur le capteur. Avant, on avait la possibilité, dans la précédente version, d'activer cette solution, mais c'était plutôt du one-shot, parce que ça provoquait quelques latences. C'est quoi, ça veut dire quoi, détection de lumière? Ça veut dire qu'on va mesurer la lumière avec la prépondérance centrale, la multizone, le spot, mais directement sur le capteur. Ah, c'est pas une cellule supplémentaire? Non, effectivement, sur les anciennes versions, en fait, il y avait un système de calcul directement sur l'obturateur. Okay. Là, aujourd'hui, on est plus précis avec ce système directement sur le capteur. D'accord. Chose qu'on retrouve dans beaucoup d'autres appareils, mais sur le M, c'était très compliqué à faire. Et là, c'est la dernière technologie de capteur qui nous le permet. Ensuite, on a une nouvelle batterie ultra longue durée avec le nouveau système polymère. On a une connectique USB-C qui nous permet de le plugger à l'ordinateur, okay. De le recharger aussi avec la batterie. Okay. On a une mémoire interne donc de 64 Go, et on va voir que ça évolue notamment sur le M11P. Et puis tant d'autres choses qui font que le boîtier est voilà, super agréable à utiliser. Ok, alors on retrouve bien entendu la philosophie M, avec notamment les boutons qui sont au-dessus, finalement qui correspondent assez bien. Ça n'a pas beaucoup changé finalement, ils ont conservé la même philosophie depuis le début, c'est bien ça? Tu mets un M11 à côté d'un M3, ouais. Tu sais que c'est le même fabricant, oui, sans aucun problème. Oui, c'est ça. C'est exactement les mêmes dimensions. D'accord. Voilà. Et puis, bien entendu, la fameuse bague qui permet de faire, de monter justement toutes les optiques Leica qui sont juste incroyables. Là, il y a quoi, juste par curiosité? Celui-ci, c'est le nouveau 1.4-35 Sumilux, du coup, Sumilux 35 asphérique avec le close focus qui nous permet d'aller jusqu'à 40 cm, alors que sur les versions initiales, on s'arrêtait à 70 cm. D'accord. Bon, ça, c'est le tour de propriétaire du M11 qui est sorti il y a combien de temps maintenant? 1 an et demi. À peu près un an? À peu près, oui. 1 an et demi. Donc, on a, et je l'ai là, il est là, le M11P. Alors, c'est quoi? C'est une évolution. C'est Laurent. C'est chez Leica quelque chose qui est historique.
Vous savez que j'aime bien parler d'histoire. Et en fait, depuis l'arrivée du Leica M, donc le M3 en 1954, il y a toujours eu des 56, des versions P qui étaient P pour professionnels. Et en l'occurrence, en 56, une version qui a servi aux professionnels qui avaient besoin à cet instant-là d'avoir un appareil plus rapide que le M3 qui venait de sortir. En fait, juste avant ça, il y avait les 3F. On a fait toute l'histoire avec Lovelight il y a quelques temps. Et le 3F était un appareil avec une monture à vis, avec, on va dire, beaucoup plus ancien dans la démarche que le M3, qui était le 8 révolutionnaire. Par contre, il avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait une version avec ce qu'on appelle un Leica Vite, qui était un réarmeur rapide, donc très pro, et qui permettait de ne pas réarmer son obturateur de façon lente, mais très rapide, un peu comme une gâchette. Qui était en Voilà. dessous, en fait. Tout à c'est fait. ça Et donc ce MP, le premier de 56, avait ce Leica Vite intégré et donc était réservé aux professionnels avec même des numéros de série qui étaient uniques à cette série P. Et cette série P ensuite a continué avec le M4 qui existait en version P et même jusqu'au MP actuel qui existe encore au catalogue en argentique. Et sinon, dans le numérique, toutes les versions numériques depuis le M9 ont une version P à chaque fois avec une toute petite différence. M9P, M240 MP, M10P et donc M11P, avec des petites différences qui sont souvent des petits plus pour le professionnel, soit de la résistance au niveau du boîtier, soit des écrans plus solides et plus résistants, et en l'occurrence celui-ci a un écran saphir, ou des petites choses en termes de mémoire, ou à l'époque même de buffer. Là, on est sur de l'écran en saphir, d'accord. Écran saphir, oui, tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on en a parlé en préparant cette émission. On arrive dans une ère un peu particulière au niveau de la photographie numérique, puisqu'on se rend compte actuellement, avec l'avènement des nouvelles technologies, que la photo, aujourd'hui, n'est plus aussi, je dirais, certifiée qu'avant. On est à l'époque des deepfakes, on est à l'époque de l'intelligence artificielle, de la ressource générative, du remplissage, enfin de plein de choses qui aujourd'hui finalement transforment beaucoup l'image. Et c'est une vraie problématique. Donc, j'ai cru comprendre, en préparant tout ça, qu'on a dans les mains, là j'ai dans les mains, en fait le premier appareil au monde à prendre en compte une nouvelle façon de crypter les photos et, entre guillemets, de faire ce qu'on appelle de la non-répudiation, c'est-à-dire d'être sûr de la provenance de la photo, à travers un nouveau consortium qui s'est créé. Et là, je vais vous laisser la parole, parce que vous allez certainement être beaucoup plus calé que moi. Emmanuel. Alors, effectivement, c'est un consortium qui a été créé qui s'appelle le C2PA et en fait qui est parti, effectivement, comme tu le disais, du principe qu'aujourd'hui, pour lutter contre la désinformation, de manière générale, il fallait trouver un moyen pour certifier non pas la véracité d'une image, mais son authenticité. L'authenticité, c'est un artiste, un auteur d'une photo, c'est un matériel utilisé, et c'est surtout retouche ou pas retouche. Est-ce que je transforme le message? Est-ce que je transforme la réalité? On peut le faire si on est un artiste et autres. Quand on commence à parler peut-être plus d'informations, on parle de vérité notamment. Bien sûr. Et donc, en fait, ce consortium, le C2PA, il est créé par énormément d'acteurs du monde de la photo. Qui vont être des acteurs logiciels, des développeurs de logiciels, pour ne pas citer Adobe, oui. des créateurs de contenu, j'ai envie de dire des créateurs de produits qui vont créer le contenu, les fabricants d'appareils photo. Et puis les plus gros sont dans le C2PA. Les distributeurs de photographie, qui sont les grandes agences comme AP, AFP, Reuters, des organes de presse les plus réputés, les plus connus, des solutions d'intelligence artificielle, et puis voilà, des agences de photographes, Agence Seven par exemple, pour ne pas la citer aussi. D'accord. Les grands faiseurs du numérique. Et les grands faiseurs du numérique. Voilà. Microsoft, IBM. Et finalement, tout le monde a réfléchi à la chose suivante, c'est rendre l'historique de la prise de vue
enfin, pouvoir retracer les différentes étapes et les différentes évolutions qu'a subi la photographie depuis sa création. Et donc, aujourd'hui, on fait une photo en DNG ou en JPEG, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut régler ses courbes, on peut recadrer un petit peu pour des raisons esthétiques, des raisons graphiques ou autres. Mais par contre, à chaque fois qu'on va toucher la photo, on va avoir Un historique. la personne qui peut, et d'ailleurs tout le monde aujourd'hui peut aller sur ce site, mais tant qu'il n'a pas d'image certifiée à mettre dedans, ça ne servira à rien. Mais tout le monde, même le grand public, peut aller sur ce site, verifycontent.org, et vérifier une image. Et là, on va voir tout l'historique. Si j'envoie un JPEG et je le mets dessus, on peut voir que la principale source du fichier est un DNG pris tel jour, par tel artiste, pas le jour, pas encore, pardon, il y a l'artiste, il y a des informations, le nom du boîtier, le nom de l'optique. D'accord, Voilà. ok. Alors, on va quand même préciser une petite chose, parce que ceux qui nous regardent savent très bien que le sujet intelligence artificielle, aujourd'hui, est un vrai... enfin, en tout cas, pose question. Sujet de discussion. Oui. Sujet de discussion, pose question sur, d'un point de vue artistique, d'un point de vue de droit, d'un point de vue de ci, d'un point de vue de là. Et aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. En attendant que les politiques légifèrent, il fallait trouver une solution. Donc c'est vrai que la solution d'avoir des informations complémentaires qui sont stockées, c'est une chose. Après, on sait très bien qu'on parle de fichiers numériques, et malheureusement, quand on parle de numérique, derrière, il y a toujours des petits amis, des pirates et des choses comme ça qui vont essayer de briser le système. Là, dans le boîtier Leica, il y a une particularité, c'est qu'il y a un composant électronique Exactement. de chiffrement qui, lui, va, entre guillemets, encapsuler ces données de manière cryptée avec du hardware. Tout à fait. Et ils se sont mis d'accord avec les différents éditeurs. Tu parlais effectivement de Microsoft ou d'Adobe. Microsoft, on va attendre un peu, mais en tout cas, Adobe, eux, sont déjà en train d'intégrer, et ça, vous me l'expliquez tout à l'heure, dans Photoshop, bientôt dans Lightroom, la capacité de pouvoir visualiser, enfin en tout cas la possibilité de réencrypter le fichier selon les normes qui ont été définies avec ce système qui s'appelle le CAI, c'est bien ça? Ouais, CAI. CAI, c'est quoi l'acronyme? Content Authenticity Initiative. D'accord. Effectivement, c'est dans Photoshop qu'on va choisir ou pas d'activer cette traçabilité du contenu. Si aujourd'hui je fais une photo pour moi, que, je ne sais pas, moi, par exemple, je veux la diffuser, je fais un trombinoscope de la société, je veux dire, personne n'a besoin de savoir si c'est la vérité que je dis. Bien sûr. Là où ça va être intéressant, c'est quand les organes de presse vont pouvoir s'assurer que la photo qu'ils viennent de recevoir a bien été prise et n'a pas été modifiée à souhait. Et ça, c'est au photographe qui est derrière son écran avec Photoshop qui, sous forme de exporté vers, va choisir les infos qu'il peut donner. Oui. Aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, c'est le premier boîtier à le faire. On sait que tous les acteurs qui font partie de ce consortium, en tout cas chez les fabricants, vont forcément sortir. Et d'ailleurs, c'est le but, c'est qu'il y ait un maximum de boîtiers qui permettent ça. Puisque comme ça, les organes de presse pourront demander aux photographes qui travaillent avec eux de pouvoir offrir cette assurance de vérité. Bien sûr. Et Leica est le premier à le faire, à sortir ce système. Ça, c'est assez incroyable quand même. Leica a toujours produit ses appareils pour une utilisation professionnelle. Version P ou moins P. Oui. Et n'a eu de cesse de développer des boîtiers depuis le XXe siècle, depuis le début du XXe siècle, pour les professionnels. Moi, ce que je te propose, là, je vais vous prendre en photo, tous les deux. Voilà, je vous prends en photo dès que c'est... Alors, on est dans le monde du M, donc tout est manuel. Je suis en train de me rendre compte que mythique comme M, c'était bien, mais comme manuel, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. En fait, comme je le disais à l'époque, rappelle-toi, c'est quasiment le seul boîtier qui est totalement réglable
sans que l'écran soit allumé, sans que l'électricité existe, puisque toutes les molettes pour faire une photo dont tu as besoin, vitesse, diaphragme, réglage des ISO, sont totalement mécaniques. Je comprends, oui, oui, tout à fait. Bon, là, j'ai pris une photo, je vais essayer de la faire un peu mieux, voilà, par exemple. Allez, on essaie de vous prendre tous les deux. Voilà, donc là, j'ai pris la photo. Alors, je suis à un cadre, donc forcément, Emmanuel va être flou, donc je vais ouvrir un peu plus, voilà, et du coup, non, ça va, je suis pas cramé, c'est bien. Et on va faire la netteté. C'est un vrai exercice, voilà. Et là, donc, nos amis auditeurs sont en train de voir à l'écran le fait d'envoyer le fichier, justement, sur ce site internet, rappelle-nous le nom, pour pouvoir contrôler justement. Verifycontent.org fonctionne toujours. Ils sont en train de changer l'URL, mais c'est redirigé, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Verify Content, donc vérification du contenu.org. Voilà, et donc là, on voit, entre guillemets, finalement, l'historique de ce qui a été fait. Exactement. Et là, en l'occurrence, on a passé dans Photoshop pour recadrer l'image. Et on voit effectivement sur l'écran ce qui est en train d'être donné comme information, et notamment que le fichier a bien été modifié, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Alors, ce qui est le plus surprenant quand on le regarde la première fois, c'est que même quand on fait une photo en JPEG, sans l'avoir faite en DNG, l'avoir demandé en DNG, mais vu que la JPEG vient obligatoirement d'un DNG, on rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs que le DNG est le brut, en fait, ouvert de chez Leica, qui est un RAW chez les autres, mais qui est un RAW propriétaire chez beaucoup. Chez nous, il est ouvert. Oui. Et en fait, le JPEG arrive du DNG, et là, on voit dans le logiciel le DNG duquel il a été extrait. Ah oui, oui, Sous carrément. forme de vignette compressée, mais on a la photo originale. Ça, c'est surprenant. C'est pas mal, ça. Si j'utilise l'IA pour me rajouter des cheveux, enfin à Laurent plutôt, quand on va l'ouvrir dans Verify Content, on va voir tout de suite que ça a été exporté via Photoshop telle version, Oui, mais l'utilisation de l'IA de Adobe Firefly par exemple. pour recréer, et en plus on peut comparer en sélectionnant le JPEG et le DNG, fichier d'origine et le fichier final, et avec un petit curseur, on peut regarder ce qui a été modifié. Oui, Ce que j'ai rajouté, ce que j'ai enlevé, ce que j'ai recadré, ce que j'ai... voilà. Avec, sans cheveux. Avec, sans cheveux. Après, ça peut être une raison esthétique. Si ça ne transforme pas l'information, libre au rédacteur en chef de l'utiliser ou pas. Bien entendu. Oui, c'est le début d'une nouvelle ère. Et Leica est le précurseur là-dedans, puisque, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, et tout le monde se pose la question, l'IA, la modification des images, etc., c'est une première réponse, à mon avis, de certification et d'authentification, et donc c'est intégré dans ce nouveau boîtier P du M11. Nous sommes le 26 octobre, au moment où la capsule sort. Quand dans les magasins ? Le 26 au moment où la capsule sort. Le 26 au moment, d'accord. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde les premiers jours. Bien entendu, bien entendu. On est obligé de parler tarifs, puisque c'est important pour ceux qui se posent la question. Et après, on va revenir sur quand même les éléments différenciateurs pour les deux modèles. Le M11P, le prix ? 8 950. 8 950 nu, hein, on est bien d'accord. Et le M11 classique, j'allais dire ? 8 750. 8 750. Donc il y a un petit écart de prix, mais qui n'est pas démentiel finalement. Non, 256 gigas de mémoire interne, 64 ici, le verre saphir, voilà. C'est le chipset de série. Le chipset aussi qui sert effectivement à créer ce fichier, cette capsule. Finalement, voilà. Je pense qu'on ne voulait pas dépasser un certain prix. Mais alors, moi, de l'extérieur, quand Leica décide de sortir un appareil, le M11P comme celui-là, est-ce que c'est pas, entre guillemets, la fin du M11 ? Non. Au vu du prix, là vous êtes en train de m'expliquer le prix, il y a quasiment rien d'écart, je veux dire, à ce niveau-là. Non, ça ne sera pas la fin du M11 déjà parce qu'il y a des clients qui sont heureux et fiers d'avoir ce logo.
j'allais dire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a il y a le l'aspect logo. visuel qui est un peu différent, oui, c'est On vrai. l'a toujours senti, ça. C'est vrai. Oui, oui, même à l'époque des M9, D'accord. M140, M10, Ouais. on aime ou pas le logo rouge. C'est vrai qu'il y est plus sur le... Oui, oui, d'accord. Et voilà. Ok, oui, oui, donc ok. Non, mais c'est une bonne réponse. Ça me va, très bien, ok. Il y a une toute petite évolution aussi, dont on n'a pas parlé, mais qu'il faut quand même signaler, c'est que sur ce nouveau boîtier, on réintègre un travail sur la dynamique du JPEG en interne, Ah. avec un travail un peu plus intelligent, justement. On commence à faire travailler un peu tout ça, et on a une gamme de dynamique un peu étendue sur les JPEG, avec la possibilité de la régler plus ou moins forte. Ah d'accord, ok. Est-ce qu'on a, pour répondre peut-être à ceux qui se posent la question, moi j'ai eu la chance de tester le Q3 cet été pendant les rencontres professionnelles d'Arles. J'avais beaucoup aimé ce côté possibilité d'avoir des JPEG avec des sortes de filtres ou des choses comme ça. Dans le M11, ça y est pas, ça. Pas pour le moment, mais ça pourrait Voilà. être des évolutions de firmware. Donc, Non, non, mais c'est une question... après, au travers de l'application, il y a beaucoup d'évolutions qui sont en train d'être faites aussi au niveau du lien. Tu sais qu'on peut mettre ça, on va dire, raccordé à l'application photo, les Oui. cas photo. Oui. Et là, sur l'application, il y a aussi de nouvelles applications qui arrivent. Qui arrive, d'accord. C'est-à-dire Ok. avec des possibilités de mettre des Leica Look. Des Leica Look, ok, qui sont un peu les luttes de ce que sont à la vidéo, ou des Voilà. choses comme ça. Justement, une petite question toute bête, pas de vidéo dans le M11, hein, on est d'accord, on reste dans la pure tradition de la photo. On a un excellent boîtier pour ça. Bien sûr, Chacun son bien sûr, bien sûr. Tu parles du SL par exemple? SL2, Enfin, SL2, ouais. SL2S. Et voilà, c'est ça. Ok, bon, bah écoutez, il est là, il s'appelle le M11P. C'est, à mon avis, la première avancée majeure, et on aura l'occasion de refaire une capsule dédiée un petit peu à cette philosophie de certification d'image, de l'intelligence artificielle. Premier boîtier à intégrer, en tout cas, un tag d'authentification dans la photo. Merci messieurs. Merci. À suivre. Nous, on se retrouve très très bientôt. Si vous êtes toujours là en train de nous regarder, ça veut dire que vous êtes allés jusqu'au bout. Bravo. Abonnez-vous. Mettez des petits pouces. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous savez qu'ils regardent, ces deux messieurs regardent vos commentaires et pourront y répondre. Et puis merci d'être de plus en plus nombreux toujours pour nous suivre. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur Lovelight. À bientôt. Bisous.